Bienvenue dans le Face à Face, le podcast de France Asso Santé PACA. Droit en santé, intérêt des patients, démocratie, ici, on porte la voix des usagers. Dans cet épisode, nous avons choisi de vous parler du consentement en santé, de son évolution au fil du temps. Pour cela, je suis accompagné aujourd'hui du professeur Pierre Lecause, chercheur à l'Université d'Aix-Marseille en philosophie, ancien vice-président du Comité consultatif national d'éthique et membre du comité éthique de la Ligue contre le cancer. À l'occasion des 20 ans de la loi sur les droits des malades, nous ne pouvions pas faire l'impasse sur le droit à l'information en santé et au consentement aux soins des patients. Soignants et soignés s'inscrivent dans une relation où les premiers sont détenteurs de la connaissance scientifique et les seconds, experts de leur propre vie. De part et d'autre, des informations et des questions sont échangées entre eux, permettant ainsi de choisir, de consentir aux soins. Cela paraît simple, sauf que la réalité est tout autre, et amène beaucoup de questionnements éthiques. Pour apporter un éclairage sur le consentement aux soins, nous avons souhaité poser des questions à un spécialiste de l'éthique afin d'avoir sa vision des choses. Car bousculer nos droits en santé, ça commence ici. Professeur Lecause, le consentement libre et éclairé dans les soins, on en parle de plus en plus. Est-ce que lorsque mon médecin me fait signer un papier en me demandant si j'ai bien compris, si je suis d'accord pour me faire opérer, on parle de consentement ? Alors oui et non, je répondrai de façon nuancée. Si j'ai pu poser des questions au médecin, si lui-même, le médecin, m'a posé des questions pour vérifier ma bonne compréhension, alors oui, effectivement, on peut dire qu'il y a eu consentement. En revanche, si le médecin a catapulté tout un ensemble d'informations techniques à un patient qui est resté passif, si c'était non pas un dialogue mais plutôt un monologue, alors à ce moment-là, il ne s'agit que d'un consentement purement formel et pas un consentement au sens plein du terme. Donc concrètement, en quelques mots, à quoi correspond le consentement ? Alors le consentement, c'est un acte volontaire qui exprime l'autonomie du patient. Autonomie, c'est-à-dire autos, moi-même, nomos, c'est moi qui prends l'initiative de dire oui ou non si j'adhère à la proposition qu'il m'est faite. Et je précise immédiatement ici que nous avons souvent une compréhension un peu simpliste du consentement que nous avons tendance à associer à l'assentiment, à l'approbation. Or, un consentement n'a de valeur que s'il est assorti de la possibilité d'être refusé. C'est pouvoir dire oui, mais aussi pouvoir dire non. Mais ça existe depuis combien de temps le consentement dans le soin ? Alors, le consentement sur un plan juridique, je dirais qu'il apparaît vraiment à partir du moment où, en 1936, un arrêt, l'arrêt Mercier, fait de la relation médecin-malade une relation contractuelle. Mais il leur a fallu beaucoup de décennies pour arriver à un véritable consentement parce qu'il y avait de la rétention d'informations de la part du médecin. Et un consentement n'est véritablement libre que s'il est éclairé. Or, l'information, le médecin appréciait si elle était ou non pertinente. Longtemps, on a vu dans le code de déontologie qu'il devait délivrer une information approximative. Jusque dans les années 90, c'était question d'informations approximatives. Et c'est donc seulement à partir de la loi du 4 mars 2002 que cette fois, le patient a véritablement pu exprimer son consentement, et la loi de 2005 aussi, pouvoir de refuser un soin. Et concrètement, comment ça se passe le recueil du consentement ? Est-ce qu'il y a plusieurs manières de le faire ? Oui, il y a plusieurs manières de recueillir un consentement. Alors pensons à un soin ordinaire. Il est certain que quand je vais voir mon médecin traitant, il me fait une posologie, il écrit sur une prescription, il ne va pas me demander de signer, de m'engager à suivre le traitement. Donc on travaille ici dans la confiance, c'est un consentement tacite. Il existe aussi des consentements présumés. Par exemple, je suis donneur d'organes si je me trouve en état de mort encéphalique, mais je n'ai pas explicitement donné ma position
Néanmoins, je peux m'inscrire sur le registre des refus et on pourra ainsi dire que le consentement présumé est quand même libre. Le consentement fort, par exemple, le consentement à un acte chirurgical, est un acte qui doit être formalisé, c'est-à-dire que là, on me donne un papier, je dois le signer, on parle de consentement express. Je rentre chez moi, je relis attentivement, me donne le temps de réfléchir à ma décision. Ça, c'est le consentement fort. D'accord. Sur le moment, j'ai dit oui parce que j'ai confiance en mon médecin. Mais après réflexion, justement, j'ai des doutes. Est-ce que cette remise en question, comme vous venez de nous l'expliquer, ne va pas casser cette relation de confiance avec mon soignant? Alors, c'est vrai ce que vous dites, qu'un médecin qui a pris le temps d'expliquer longuement à un patient la pertinence d'une stratégie thérapeutique peut être un petit peu agacé ou irrité de voir que le patient, malgré tout le temps qu'il lui a consacré, revient à la charge et exprime des doutes. Il fait volte-face. Mais sur un plan légal, le législateur protège le patient qui a le droit au doute, qui a le droit de se raviser sans que des conséquences préjudiciables à la qualité des soins aient choix à sa décision. Je précise que quand il s'agit de consentir à la recherche, eh bien, le patient n'a même pas besoin de se justifier. C'est-à-dire, il peut très bien appeler le médecin et dire: écoutez, j'ai bien réfléchi, je ne veux plus participer à cet essai. Et là, si le médecin commence à revenir avec un argumentaire, il contrevient au respect de l'autonomie du patient. Dans les soins, il n'en va pas ainsi et le médecin est tout à fait dans son rôle en tâchant de réexpliquer à nouveau le sens de ce qu'il propose. Donc finalement, quand on me demande mon consentement, on me demande de choisir. Est-ce que ça signifie que le patient décide seul du choix de ses traitements? Alors, oui, on peut dire qu'il est seul, mais quand même, il faut bien voir que ce n'est plus comme avant une conscience face à une confiance, le colloque singulier où le médecin demande au patient ce qu'il veut faire dans une sorte de solennité d'un moment décisif. Ça ne se passe plus comme ça, heureusement. D'abord, un médecin doit de plus en plus aujourd'hui collégialiser. Il doit s'en remettre à des spécialistes. On doit délibérer autour d'une table. Il y a des RCP, réunions de comités pluridisciplinaires. Il y a des staffs. Donc, le médecin ne peut pas être seul et le malade, de son côté, eh bien, peut venir avec un conjoint, c'est même conseillé. Et puis, il a le droit aussi de recouper l'information, par exemple en se rendant sur des sites qui ont été certifiés. Et puis, il peut aussi, pourquoi pas, aller voir un confrère, une consoeur. Cela est tout à fait légitime quand il s'agit de décisions cruciales. Quand j'ai ouvert mon dossier médical partagé il y a quelque temps de cela, je me rappelle avoir donné mon consentement, mon accord pour l'ouvrir. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mon espace santé et on m'a informé récemment qu'au bout de 6 semaines, celui-ci sera ouvert, sauf opposition de ma part. Est-ce que dans ce cas, on parle toujours de consentement? Je reviendrai sur la différence que j'ai faite entre consentement fort, consentement faible. On est plutôt dans le registre d'un consentement faible, d'un consentement présumé, un peu comme il en va, comme je le disais, pour les dons d'organes. En la circonstance, on a l'impression d'être plutôt dans un système de non-opposition, mais assorti quand même de la possibilité de s'exprimer. Donc là, ce qu'il faut pour que le mot consentement continue à avoir un sens, c'est de s'assurer que l'information a bien été transmise au public. Elle doit faire l'objet de campagnes, d'intenses promotions, de manière à ce que le citoyen puisse quand même faire un choix éclairé.
Et si je n'ai pas tout compris ce que m'a expliqué un soignant, est-ce que je dois quand même consentir? Ah, c'est un dilemme difficile. Peut-on consentir à ce qu'on a mal compris? Alors, je dirais que l'on peut consentir, même si on a mal compris, lorsqu'on a confiance dans le médecin ou le soignant. Prenons l'exemple des vaccins à ARN messager. Bon, peut-être que la première fois qu'on nous l'a expliqué, on a à peu près compris ce que c'était, mais très vite, n'étant pas familiarisé avec ce genre de technique, nous avons oublié et en définitive, on va peut-être aller se faire vacciner parce qu'on a confiance au consensus de la communauté médicale et scientifique. Donc là, on consent sur la base d'un acte de foi, hein, et on peut parler d'une autonomie de volonté plutôt que d'une autonomie de pensée. L'autonomie de pensée, c'est l'autonomie qui s'exprime en ayant très bien compris l'information, en ayant exercé son esprit critique, en ayant recoupé l'information. Là, on n'a pas les capacités parce que c'est trop complexe. Mais on a notre autonomie de volonté, c'est-à-dire on se décide, on prend la résolution, on assume des risques, mais des risques sur la base quand même d'une confiance dans son médecin. Pendant la crise sanitaire, je me suis pas senti écouté de la même façon par les soignants. La situation de crise sanitaire peut-elle changer à ce point les choses, notamment par rapport au consentement? Bon, c'est vrai que dans une situation de pandémie, il y a des décisions transgressives qui sont prises. On va prioriser les patients. Je ne reviens pas sur ce mot malheureux de triage des patients. Donc c'est sûr que les règles sont malmenées, mais malgré tout, le consentement ne doit absolument pas être annihilé, quel que soit le contexte sanitaire. Et je déplore pour ma part que sur les plateaux de télévision, on ait vu beaucoup d'experts médicaux ou autoproclamés experts. Et du moins dans la première phase de la pandémie, on a très peu entendu les représentants d'associations de patients. Et je crois que si à nouveau une pandémie venait à survenir, il faudrait quand même que les patients, au moins par la voix de leurs représentants, puissent aussi peser sur les choix institutionnels comme ils le font au sein de certaines institutions comme la commission de transparence. J'avais une dernière question. Un jour, un soignant m'a accompagné dans ma prise de décision et il m'a parlé de décision partagée. Quelle différence peut-on faire avec le consentement? Alors, je dirais que ce consentement est seulement partiel parce que la décision du patient ne doit pas être le résultat d'une négociation entre le soignant et le patient. Certes, le praticien m'apporte des connaissances, des compétences. Je dois évidemment tenir compte de ce qu'il me dit, des informations qu'il met à ma disposition. Mais in fine, c'est moi, le patient, qui décide seul. Et ce qui me gêne un peu dans cette expression de décision partagée, c'est qu'elle laisse entendre que chacun, de son côté, doit faire un petit effort. Et du coup, on reste dans un jeu de pouvoir, en fin de compte. Alors que non, je peux décevoir les attentes du médecin. Il faut donc mettre en garde, je crois, contre cette notion ambiguë de décision partagée. Je ne fais pas que participer à la décision. Je ne me contente pas d'y prendre part. C'est moi, à la suite de l'information qui m'a été délivrée, qui décide. Consentement, décision partagée, on peut voir que la simple signature d'un papier n'est pas le seul véritable moyen de recueillir un consentement libre et éclairé d'un patient. La question de départ est beaucoup plus complexe et dépend de deux protagonistes. La rencontre soignant-soigné,
restera toujours la porte d'entrée d'une communication libérée et les liens qui se tisseront par la suite permettront d'installer une réelle relation de confiance qui amènera à une prise en charge adaptée et partagée. Pour conclure, nous avons pu voir au travers d'un micro-trottoir que les habitants de notre région ne se sentent pas encore suffisamment informés avant un soin ou un acte médical. Il est important que nous soyons acteurs de notre santé. N'hésitons pas à questionner les soignants. Merci à vous, professeur Lecause. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine émission du Face à Face, le podcast de France Asso Santé PACA. Et en attendant, portons ensemble la voix des usagers.